bienvenue sur la chaîne de l'Histoire au coin du feu. Je m'appelle Axel et je suis étudiant en licence 2 à l'Université de Lille et je vais vous présenter du contenu concernant les cours d'historiographie à l'Université de Lille. Donc je sais que beaucoup de personnes ont un peu du mal avec l'historiographie, mais au final moi ça me plaît plutôt bien et du coup je m'étais dit pourquoi pas vous en parler. Ça va sûrement vous aider justement dans vos révisions et peut-être vous donner envie d'en apprendre plus sur l'historiographie. Donc du coup, on a créé cette chaîne avec des amis parce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'en cette période de Covid, c'est assez compliqué, etc. Et on voulait quelque chose de différent pour pouvoir étudier. Et donc du coup, on s'est dit, pourquoi on ne créerait pas une chaîne et tout le monde parlerait un peu de ses affinités et pourrait poster des vidéos un peu comme il le souhaite. Donc du coup, c'est pour ça que cette chaîne est née et que nous allons donc vous présenter dans ce contenu une vidéo sur l'historiographie. Alors l'historiographie, ou l'histoire de l'histoire, c'est une matière qui souvent rebute un peu les étudiants. Donc alors que vous soyez allé à l'Université de Lille ou tout simplement que vous ayez envie de vous former en historiographie, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Bon, s'il y a des fautes, etc., ne nous en voulez pas, prévenez-nous dans la barre de commentaires et on essaiera de modifier tout ça. D'ailleurs, c'est un contenu attractif qui veut que tout le monde puisse collaborer, donc surtout n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler justement de la base de l'historiographie et donc nous allons remonter à l'historiographie grecque. Les Grecs sont les pères de l'histoire, mais ils en ont souvent dit du mal. Aristote dit par exemple que l'histoire s'intéresse qu'aux particuliers alors que la poésie à l'universel. D'ailleurs, c'est d'abord la poésie épique, la base de la pensée historique grecque. On pense notamment à l'Iliade et à l'Odyssée. L'histoire apparaît donc à la fin du VIe siècle, avant l'ère commune. Elle apparaît en Ionie et elle coïncide avec le développement des sciences et de la philosophie. Il s'agit alors d'appliquer aux récits traditionnels, aux histoires rapportées, ainsi qu'aux renseignements fournis par les marins et les peuples, une approche qui se veut rationnelle. C'est la pratique de logographes, comme par exemple Hécatée de Milet. Ce dernier veut néanmoins séparer le mythe et la poésie de l'histoire. Alors justement, je viens de vous parler des logographes, mais qui sont ces logographes? C'est une nuance à apporter et une nuance à comprendre parce que c'est quelque chose qui est important dans le développement de l'histoire, puisque les logographes étaient justement les premiers historiens. Les logographes sont les premiers historiens grecs et ils écrivent en prose. Mais dans leurs récits, il y a beaucoup de mythes. Ils utilisent donc les traditions orales relatives à l'origine des villes et des peuples, et cela forme une combination d'informations géographiques et culturelles. Alors d'ailleurs, ce qu'il faut savoir avec les logographes, c'est que justement, parfois, les logographes étaient employés comme avocats. On les embauchait pour rédiger des discours afin de les utiliser dans tout ce qui était la justice, etc. Les logographes, ils étaient vraiment forts pour tout ce qui était l'art de la rhétorique, donc c'est pour ça qu'ils étaient vraiment utilisés. Et on retrouve justement, un peu comme une déformation professionnelle, on retrouve ce trait dans l'histoire que les logographes écrivent, puisqu'ils vont donner des jugements sur un petit peu tout et n'importe quoi, et c'est ce qui va vraiment donner un côté critique à l'histoire. Cela nous fait maintenant arriver au père de l'histoire, une des figures historiques très connues qui est Hérodote. Alors il y a un mythe qui entoure Hérodote et qui dit que Hérodote serait le fondateur de l'histoire, mais en vérité, Hérodote n'a pas fondé l'histoire. Hérodote, il a donné le nom à l'histoire. Histoire, pour Hérodote, ça signifie des enquêtes. Donc, Hérodote participe à l'écriture d'enquêtes qu'il va utiliser en se basant sur, par exemple, des témoignages des marins ou sur les témoignages des peuples, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hérodote n'a pas connu directement les événements. Il n'a pas côtoyé directement la guerre, etc. Et il va écrire grâce à la tradition orale. Alors la tradition orale, c'est une nuance qu'il faut apporter, puisque la tradition orale, c'est vraiment pas quelque chose de fiable. Et par contre, Hérodote ne va pas hésiter par exemple à voyager et aller dans les temples en Égypte pour consulter les archives, pour être sûr d'écrire quelque chose de cohérent. Aussi, Hérodote, quand il va écrire et qu'il n'est pas sûr, il va le préciser. Donc c'est quelque chose qui est très important et qui va vraiment faciliter le travail des historiens contemporains. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hérodote, il était critiqué. Il était critiqué puisque on lui reproche par exemple de ne pas être assez patriote, de ne pas assez défendre les valeurs grecques, etc. Notamment par Plutarque. Aussi, Hérodote va être critiqué par d'autres historiens de son temps, tels que Ctésias. Ctésias est une source que l'on utilise pour écrire l'histoire de la Perse.
Par contre, on ne sait pas s'il est toujours très fiable. Il ne résiste pas à employer le fantastique. Il s'aide surtout en rapportant les histoires fantastiques de l'Inde, par exemple. Il suit le courant grec qui est friand de ce genre de récits historiques. Il collecte tous les récits, où l'on croise par exemple des cynocéphales, des manticores, des licornes, des sciapodes, etc. Le but d'Hérodote, c'est d'expliquer pourquoi les Grecs et les Perses se sont battus. Pour lui, la guerre, c'est vraiment la structure qui a permis justement l'échafaudage de son temps. Thucydide incarnera une histoire nettement différente. Il y a cependant un point commun. L'un et l'autre utilisent davantage des sources orales plutôt qu'écrites. Ce ne sont cependant pas les mêmes. Hérodote utilise la tradition orale, tandis que Thucydide, il interroge les témoins vivants et ne consulte des documents que lorsqu'il ne trouve pas. Thucydide participe à la guerre du Péloponnèse, entre 431 et 404 avant l'ère commune, et il est soupçonné de trahison. Il est ostracisé pendant 20 ans. Ostracisé, du coup, ça veut dire qu'il est exilé, il ne peut pas revenir à Athènes. Il en aurait donc profité pour recueillir de nombreux témoignages. Ensuite, en revenant à Athènes, il aurait été assassiné. Il diffère des autres car il a peu recours au merveilleux, il ne dit pas que ses sources sont incomplètes. Thucydide est admiré dans l'Antiquité, mais parfois il est aussi critiqué. On lui reproche une approche trop politique. Il rapporte des dialogues, mais admet qu'il n'a personnellement pas tout entendu et que parfois sa mémoire peut lui faire défaut. D'ailleurs, la manière dont Thucydide analyse les relations internationales a constitué une source d'inspiration durable. L'américain Graham Allison, qui est né en 1940, a forgé le concept de piège de Thucydide. Il estime que le principal motif de l'entrée en guerre des Spartiates a été la montée en puissance d'Athènes. Le piège de Thucydide, c'est donc le fait que la puissance dominante entre en guerre parce qu'elle redoute le surgissement d'une autre puissance. Graham Allison redoute que les États-Unis et la Chine ne tombent dans le piège de Thucydide. L'histoire, telle que l'écrivent les Grecs, s'est répandue assez vite dans la partie orientale du monde méditerranéen. Le prêtre égyptien, Manéthon, écrit donc au IIIe siècle avant l'ère commune, à la demande des souverains grecs. Prêtre, il avait sûrement accès aux sources. Il s'est cependant également inspiré des contes populaires qui circulaient au sujet de certains pharaons mythiques. Par exemple, Manéthon ne le connaît que par le biais de citations provenant des œuvres de l'historien juif Flavius Joseph et de divers historiens chrétiens, comme par exemple Eusèbe de Césarée, qui essaie surtout de faire coïncider la chronologie biblique avec celle de Manéthon. Manéthon influence cependant encore aujourd'hui les égyptologues. Il a imaginé la division des souverains d'Égypte en 30 dynasties. Avec le déclin des cités grecques, l'essor des monarchies et des tyrannies, les historiens grecs s'intéressent plus aux individus et à leurs actions. C'est notamment le cas de Xénophon, qui est né en 431 et mort en 352 avant l'ère commune. C'est notamment un proche d'Alexandre le Grand, qu'il suit dans ses conquêtes et dont il écrit l'histoire. Enfin, on peut désormais parler de Polybe, qui est justement un des derniers historiens grecs importants de l'Antiquité et qui permet une réelle compréhension de l'historiographie et de la façon dont pouvait s'écrire l'histoire à cette époque. Polybe, qui est né vers 200 ou 118 avant l'ère commune, est une figure grecque qui est très importante et qui étudie la puissance romaine. Alors ce n'est pas le premier à écrire une histoire de Rome en grec, mais il écrit en pleine ascension de la puissance militaire romaine, et c'est ça qui est très important. Contrairement à Thucydide, il participe directement aux événements, comme par exemple à la Troisième Guerre punique contre Carthage, mais il s'intéresse également aux archives et aux inscriptions. Polybe entend d'ailleurs écrire une histoire contemporaine qu'il oppose au récit semi-légendaire. Polybe, captif des Romains, tombe sous le charme de Rome. Il se pousse à réfléchir à la montée en puissance et au déclin des États et les conditions politiques qui les expliquent. Polybe s'inspire d'Aristote et de son équilibre entre éléments monarchiques, aristocratiques et démocratiques. Il met en place une nouvelle classification qui est grec, romain, barbare et qui remplace donc le traditionnel grec barbare. Alors voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc, comme vous en êtes sûrement rendu compte, je n'ai pas pu prendre l'entièreté du cours et j'ai pris justement les éléments qui me paraissaient les plus importants pour les mettre dans cette vidéo, pour vous permettre un peu un aperçu de l'historiographie grecque et vous donner les points qui me semblent moi les plus importants. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai content de vous y répondre et de débattre avec vous. D'ailleurs, si vous relevez des erreurs ou quelque chose qui vous paraît
pas correct, n'hésitez surtout pas à me le dire, je serai content de pouvoir le rectifier. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, notamment en histoire médiévale avec une amie qui fera des vidéos. Et si jamais vous avez besoin de points de repère, etc., ou d'autres vidéos spéciales qui peuvent vous poser problème, surtout n'hésitez pas. Surtout n'oubliez pas qu'au travers de ces vidéos, nous sommes aussi toujours en train d'apprendre, et donc qu'on essaye justement de collaborer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt. Salut!